Loi supérieure qui régit le fonctionnement de l'État, la Constitution haïtienne de 1987 est souvent, si ce n'est toujours, accusée d'être la source de l'instabilité politique, voire de toutes les instabilités qui rongent la société haïtienne. À la fois haïe et aimée, la loi fondamentale est depuis peu au cœur de l'actualité. En effet, depuis sous la présidence de Jovenel Moïse, par exemple, la question relative à la réforme constitutionnelle est mise sur la table. Et aujourd'hui encore, le Conseil présidentiel de la transition en fait l'une de ses priorités. Et à la veille du 38e anniversaire de l'adoption de la Constitution du 29 mars 1987, à Agora, l'on juge important, sinon essentiel, de s'interroger sur la réforme constitutionnelle avec, comme on vous l'a dit, cette question spécifique: est-ce nécessaire et opportun? Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons l'insigne honneur de recevoir Maître Bénissois Détournel comme invité conférencier et à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Georges Alan, bonjour à tous les panélistes. Je suis content d'être là, de pouvoir échanger et partager avec vous quelques réflexions sur la réforme constitutionnelle qu'entrepris avec le décret du 17 juillet 2024 créant le comité de pilotage et le GETC. Donc, on va pouvoir en parler plus en détail, plus devant. Et aujourd'hui, on parle de la réforme constitutionnelle et on se pose la question, est-ce nécessaire et opportun? Notre invité conférencier, je vous l'ai dit, c'est Maître Bénissois Détournel, qui est avocat au barreau de Port-au-Prince, qui est détenteur d'une licence, d'une maîtrise et d'un diplôme de 3e cycle, DEA, oui, c'est ça, en droit privé et public obtenu à l'Université Antilles-Guyane, Martinique et à Paris 2, Assas. Il est professeur de droit fiscal, alors il est professeur de droit fiscal à l'Université de Port-au-Prince, UP, entre 2009 et 2010. Je vous passe le verbe maître. Bon, merci Georges pour cette passe. Et effectivement que nous sommes ici présents pour parler de la réforme constitutionnelle et réforme constitutionnelle de la Constitution de 29 mars 1987 qui va célébrer le 29 mars qui arrive demain, sa 38e année, et qui est l'une des œuvres les plus importantes de la nation haïtienne, parce que ça marque l'acte de naissance de tout État, de tout changement de régime, que ce soit par la force, par des coups d'État, par la révolution, ou bien par nécessité d'un changement d'adaptation par rapport à l'évolution du temps. Et cette œuvre qui est notre charte fondamentale, qui consacre ou bien qui réaffirme nos droits et libertés publiques et qui nous a permis de pouvoir faire une transition entre la Constitution, les constitutions du 1962, 57, 62 et suivantes, qui était une constitution qui portait atteinte aux droits et aux libertés. Donc la Constitution de 87, c'est une constitution un peu de réaction. Donc la Constitution de 87, c'est l'ensemble, comme nous savons tous, une constitution, c'est l'ensemble des règles qui régissent et le fonctionnement de l'État et des institutions, qui garantit des droits et des libertés, des devoirs à chaque citoyen et à l'État. Et cette constitution est bien entendu est là pour pouvoir organiser, réglementer, agencer, séparer l'ensemble des pouvoirs et des organes qui va pouvoir l'exercer et
permettent à chaque citoyen de pouvoir évoluer dans un cadre juridique supérieur, hiérarchiquement, qui est placé au sommet de la hiérarchie des normes, qui n'a pas d'autres règles supérieures que la Constitution. Donc, une Constitution, bien entendu, comme toute œuvre humaine, n'est pas une œuvre parfaite, et elle est appelée à évoluer dans le temps, et la société évolue, de nouvelles règles apparaissent, de nouvelles sociologies apparaissent, donc la Constitution doit s'adapter. Et cette adaptation-là, elle doit se faire par des mécanismes qui va permettre de pouvoir réformer ce qui est nécessaire d'être réformé, améliorer et ajouter ou retirer. Mais ce mécanisme ne peut pas se faire n'importe comment. Lorsque la Constitution est rigide, c'est-à-dire que la Constitution de 87, c'est-à-dire une Constitution qui prévoit des règles et bien spécifiques, des règles procédurales bien spécifiques pour pouvoir l'amender, réviser, réformer. Ça, c'est une Constitution rigide. Par rapport à la Constitution souple, où une simple loi peut le modifier, l'abroger, etc., etc., mais la Constitution rigide, on est obligé de suivre des règles spécifiques prévues dès l'origine par les constituants dans l'article. À partir de ce moment-là, si on veut modifier cette constitution-là, il faut d'abord suivre les règles établies. On trouve ces règles dans l'article 98-3 alinéa 4 de la Constitution, qui dit que l'amendement de la Constitution, c'est une attribution spécifique de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, c'est la réunion de deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, qui se réunissent en Assemblée nationale. Cette attribution-là leur est spécifique. Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de constituant dérivé. Et on trouve la procédure est établie également dans les articles 282 et suivants, 282, 283, 284 jusqu'à 284-3, qui encadrent tout mécanisme de modification. Ça ne peut pas se faire n'importe comment. À partir de ce moment-là, la Constitution ne peut pas être modifiée n'importe comment. Et d'ailleurs, il est même prévu que le constituant, le constituant, c'est l'auteur de la Constitution. On dit constituant, c'est l'auteur de la Constitution, qui peut être le pouvoir exécutif, le gouvernement, qui peut être aussi une assemblée ou convention. Par exemple, la Constitution de 87, et il y a eu une assemblée constituante qui a été formée, nous parlons plus devant, et dont le président était Émile Jonassin, avec un certain nombre de membres, et vice-président, et avec un certain nombre de membres qui étaient là pour réfléchir, partager, débattre sur la réforme constitutionnelle. Donc, la Constitution, ce débat de réforme constitutionnelle, ce n'est pas aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. On a constaté que sous Préval, il y a une commission présidée par M. Moïse, et qui a fait l'objet d'une première modification. Même lorsque cette révision constitutionnelle, cet amendement constitutionnel n'a pas eu le consentement de l'ensemble des protagonistes, mais cette réforme a été déclenchée et la procédure a été déclenchée au niveau devant le Parlement. Il y a une déclaration de modification d'amendement de la Constitution qui a été votée. Cette déclaration-là, après, est passée par devant l'Assemblée nationale, qui l'a approuvé, et à partir de ce moment-là, la commission a été créée. Il y a eu une rédaction de premier G, une rédaction de deuxième G, jusqu'à ce que la Constitution l'amendement a été adopté définitivement, et que
le gouvernement successif, le gouvernement suivant, à savoir le gouvernement de M. Matéli, a publié, a pris une première arrêté parce qu'il y avait des erreurs matérielles, a pris un premier arrêté qui a retiré la publication, ensuite il a pris un deuxième arrêté qui a, après modification des erreurs matérielles, qui a publié l'amendement. Donc il y a déjà eu une première modification de la Constitution. Et maintenant, on parle de deuxième réforme constitutionnelle. On parle de deuxième réforme constitutionnelle. La question est de... On n'est même pas encore arrivé au stade où le premier amendement, on n'a pas encore mesuré l'amplitude du premier amendement, on n'a même pas vu la portée du deuxième amendement, on n'a même pas analysé l'étendue, parce que cette constitution 87 est une constitution très riche. On n'a pas encore épuisé toutes les ressources de la constitution. Pourquoi? Parce que tout texte constitutionnel doit faire l'objet de vote des lois d'application pour expliquer comment elle doit être appliquée, qui genre qu'on doit l'appliquer, quelles sont les difficultés, les termes, les mots. Donc, il faut que le Parlement se saisisse dès le départ de la Constitution pour pouvoir faire des lois d'application. Ces lois d'application n'ont jamais été faites. N'ont jamais été loi organique d'application. Loi organique d'application, ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi organique qui est placée dans la hiérarchie des normes juste en bas les décrets, juste en bas les conventions et traités légalement ratifiés. Parce que si la convention n'est pas légalement ratifiée, il ne rentre pas dans la hiérarchie des normes. Donc dans la hiérarchie des normes, vous allez trouver d'abord la Constitution, ensuite les traités et les conventions légalement ratifiées par le Parlement, ensuite vous allez trouver les lois organiques. Loi organique à valeur constitutionnelle. Donc cette loi-là va appuyer, venir comme clé de voûte de la Constitution qui va permettre de pouvoir clarifier la question. Les questions qui... Bon, ça n'a jamais été fait. Donc on ne sait pas encore, on n'a pas encore mesuré toute la portée de la Constitution 87 et toute la portée de l'amendement. Donc, la question qui s'est posée, est-ce que cette réforme que l'accord du 3 avril 2024 a suggéré, parce que dans l'accord du 3 avril, il avait dit la sécurité, la réforme constitutionnelle et institutionnelle et élection, et sécurité, réforme constitutionnelle et élection. Donc, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que le moment est approprié pour le faire? Donc, toutes ces questions-là se posent. On ne peut pas dire on va faire aux réformes constitutionnelles et après on se lève le lendemain matin parce que c'est une constitution rigide. On se lève le lendemain matin, on dit qu'on va, n'importe quel gouvernement de facto va arriver et va dire je vais modifier la constitution pour faire une constitution qui est à ma guise. Si on l'accepte comme ça, vos libertés, nos droits vont tous être bafoués, vont tous être violés, piétinés, parce que il y aura un petit dictateur au pied d'argile qui va se lever le demain matin, qu'il soit 9, 10, 15, il va dire oh, bon, on change de constitution. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a un momentum, il y a des règles procédurales, parce que c'est une constitution formelle. À partir de ce moment-là, on doit respecter la forme. Les formes, constitution formelle, c'est l'ensemble des règles qui préconisent comment elle doit être modifiée. Donc, en liaison avec l'accord
du 3 avril 2024, au passage, qui n'a jamais été publié dans le Moniteur, donc il n'y a pas de force de loi, il n'y a pas de force contraignante. C'est un acte privé, signé entre des partis politiques, mais privés, qui n'engagent uniquement ceux et celles qui l'ont signé. On ne peut pas dire qu'un accord de droit privé va pouvoir décider de modifier, d'annuler, supprimer des règles supra-étatiques et en plus adoptées par le souverain, le peuple. Parce que le peuple souverain, le représentant du peuple qui est le Parlement, donc le Parlement est souverain. Donc, à partir de ce moment-là, comme il n'y a pas de Parlement, le souverain, le gouvernement ne peut pas être un souverain parce que le souverain lui a pas donné sa délégation par un vote. De lors, cette souveraineté n'est pas applicable, n'existe pas. À partir de ce moment-là, ces partis politiques ne peuvent pas décider de dire qu'on va faire une réforme constitutionnelle. C'est pas possible. Donc, en dépit de ça, il y a un décret qui a été pris par le gouvernement de facto le 17 juillet 2024 qui a décidé de créer un groupe de travail sur la Constitution présidé par Inès Jean-Charles et Latrier. Ce groupe de travail découle du décret sur l'organisation et le fonctionnement de conventions et pour faire une convention nationale, conférence nationale, et que la conférence nationale doit être d'abord déclenchée. C'est ça l'article 3 et 4 et suivant du décret dit, doit d'abord être déclenché, c'est-à-dire conférence nationale, ça veut dire que aller à l'encontre de l'ensemble de la population sur les 10 départements, voire 12 pour ceux qui sont à l'extérieur, aller les rencontrer, dialoguer avec eux, discuter, prendre leur doléance, leur désirata, leur volonté, venir après, lorsque vous finissez récolter tout ça, maintenant, vous allez vous asseoir, vous allez travailler afin de pouvoir rédiger un rapport en vue d'une modification de constitution. D'après le décret, c'est ce qui aurait dû faire. C'est ce qui aurait dû être fait. Ceci, vous avez 3 mois pour le faire. Mais, en dépit de ça, malgré que le texte, le décret, donne le cheminement du processus, le groupe de travail sur la Constitution a émis un rapport. A émis un rapport final. Excusez-moi. Le groupe de travail sur la Constitution a émis un rapport. Le rapport final qui fait à peu près 500 pages. En gros, parce que il y a le rapport, il y a les recommandations, il y a après toutes les propositions constitutionnelles que ceux et celles organismes que le groupe de travail a consulté ont proposé. Tout ça est incorporé dans le groupe de travail. Donc, ce groupe de travail a émis son rapport et dans le décret, il y a 2 notions. Révision constitutionnelle
et nouvelle constitution. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est une nouvelle constitution ou bien révision constitutionnelle? Maintenant, le groupe de travail a fait un choix. Il a dit, puisque dans les décrets du 17 juillet 2024, ils nous ont donné un canevas. Et que ce canevas, il fait référence à la Constitution en vigueur. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une nouvelle Constitution qu'on va faire, mais c'est une révision constitutionnelle. Et que finalement, après, cet automne, il tire une conclusion, le groupe de travail tire une conclusion, et après le groupe de travail se dédie de ses conclusions. Il dit, vu que le décret du 17 juillet 2024 nous dit que, pour faire référence à deux notions complètement contradictoires, parce que révision et nouvelle constitution, ça n'a rien à voir. Ok? Donc, il dit, vu que ces deux notions-là sont complètement, pour les juristes, complètement opposées, donc, on va choisir la révision. Pourquoi? Parce que le décret nous a fixé, nous a circonscrit dans un périmètre. Et que dans ce périmètre que le décret nous a circonscrit, il fait référence à la Constitution en vigueur de 87. Donc on ne peut pas, c'est une révision. Mais après il dit que cette révision ne peut aboutir qu'à une nouvelle Constitution. Donc complètement à côté de la plaque. Non seulement ils ne sont pas des constituants, et en plus ils veulent faire, si c'est une révision constitutionnelle, il est fondamental, on ne peut pas y déroger, de se référer au titre 13 de la Constitution du 29 mars 1987, qui s'intitule de l'amendement. On ne peut pas... La Constitution, on ne dit pas qu'elle ne doit pas être modifiée. On ne dit pas qu'elle ne doit pas être amendée. On ne dit pas qu'il ne veut pas subir des révisions, parce que c'est une œuvre, c'est un texte de loi. Même là, c'est une loi supérieure, votée par le souverain, qui est le peuple. Mais c'est une œuvre qui a été rédigée par des constituants qui est composé des hommes et des femmes humains. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des failles. Ce qui s'est passé en 87 et 2025, il y a un pan de choses qui ont évolué. D'accord? Donc, effectivement, il y a des modifications apportées, par exemple. Et on peut modifier, par exemple, lorsqu'on dit que le président est élu pour 5 ans et il doit faire un mandat, il ne peut pas proroger et il doit attendre 5 ans pour le faire. Mais pourquoi ne pas modifier, de dire que le président, il va faire 2 mandats, ou 2 mandats finis, ou faire 2 mandats pour aller. On va pas tourner encore. Donc, pourquoi ne pas, effectivement, on peut modifier l'article 134-2, alinéa 2, qui a fait des débats sur quand il rentre en fonction, est-ce que si l'élection est faite à la fin de son mandat, il est censé rentrer en fonction au moment où les élections, au moment où il était censé rentrer en fonction, même là ça s'est fait 3 ans après, et ou 5 ans, vous avez 5 ans, mais comme l'élection s'est faite 3 ans après, maintenant il te reste seulement 2. Donc ça, il y a une modification à apporter.
il y a une modification à apporter sur l'article 111 de la Constitution qui dit que c'est seul le Parlement qui a le droit de faire les lois qui concernent l'intérêt public. Mais l'exécutif aussi. Il faut prévoir et voilà, pour éviter des conflits, pour éviter l'exécutif va dire, eh bien, c'est moi qui ai le pouvoir coercitif, la police est entre mes mains, l'armée est entre mes mains, et moi je vais avancer là, toi tu veux pas, je t'envoie l'armée. Donc, donne la possibilité à l'exécutif de pouvoir avoir un domaine réglementaire il peut légiférer aussi. Voilà. Donc, il y a des domaines, par exemple l'article 149. Il y a d'autres articles encore sur le pouvoir, la nomination, ou bien en cas de vacances du président, de décès, de mission. Il faut clarifier certaines règles. Il faut les clarifier. Il doit y avoir certaines modifications et de la révision. C'est fondamental. Mais cette révision constitutionnelle ne peut pas se faire dans un no man's land, dans des cadres sans droit, sans règles. Il faut fixer les règles. Il faut que les règles qui sont fixées dans la Constitution, que ces règles-là soient respectées par les constituants. On ne peut pas venir comme ça et changer les règles. Parce que la Constitution de 87 nous a gratifié 5 piliers fondamentaux. Ces 5 piliers, c'est la séparation des pouvoirs. Le suffrage universel, le seul fondement pour accéder au pouvoir. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le pouvoir judiciaire est consacré et indépendant. Et enfin, les libertés individuelles découlant des droits naturels de l'homme et de la femme comme des éléments inaliénables et imprescriptibles. Donc, la Constitution de 87 n'a pas encore donné toute sa plénitude dans ses articles. Attendons pour voir jusqu'où cette Constitution peut nous amener, parce que jusqu'à présent, en 24 constitutions, nous avons essayé tous les régimes. Nous avons eu empereur, nous avons eu roi, nous avons eu dictateur, nous avons eu démocrate, nous avons eu tout eu. Nous avons même inventé. Nous avons eu tous les régimes et en plus nous avons inventé un président à 9 têtes. Donc, maintenant, on entend que Constitution nous permet d'analyser l'ensemble de ces possibilités et à partir de ces moments-là, nous pourrons dire est-ce que oui, nous pourrons dire oui, il est opportun de modifier la Constitution. En attendant la conjoncture politique actuelle, l'absence du Parlement, l'absence de sécurité sur l'ensemble du territoire qui va permettre à l'ensemble des citoyens de circuler librement sur l'ensemble de l'étendue du territoire, sans contrainte. Si ces éléments-là ne sont pas encore effectifs, nous ne pourrons pas nous aventurer dans une modification d'une constitution qui va pas garantir à l'État, aux citoyens, des droits
qui ne va pas permettre à l'État de pouvoir avoir la stabilité nécessaire pour pouvoir perdurer et continuer dans sa trajectoire de venir en aide à l'ensemble des citoyens sous son étendue du territoire. Voilà. Merci. Et voilà donc pour l'exposé de notre invité conférencier.